Bienvenue amis bricoleuses et bricoleurs. Dans cette vidéo, on va voir si Home Assistant est toujours un outil domotique suffisamment intéressant. Alors Home Assistant, c'est un système de domotique. Et comme tout système de domotique, son objectif, ça va être de rassembler plein d'informations dans une même interface. Et ces informations, ces données, elles peuvent être issues de diverses sources. Ça peut être des capteurs, comme des capteurs de présence. Ça peut être une base de données interne, comme par exemple un disque dur avec des photos, des vidéos, des documents, ou alors d'Internet, avec la météo, avec des API. Et son objectif, ça va être de prendre toutes ces données, de les faire interagir entre elles, notamment via des automatisations. Un système de domotique, ça peut être vraiment intéressant, parce que si vous avez un système suffisamment étoffé et que vous avez pas mal de créativité pour l'améliorer, il y a vraiment moyen de changer votre quotidien. En fait, un bon système domotique, il va fonctionner un peu comme Jarvis avec Tony Stark. Pour la petite histoire, Home Assistant, il a été développé par Paulus Schützen en 2013. Alors à l'époque, c'était juste un petit script qui allumait des lampes quand le soleil se couchait. Quand ce script était suffisamment abouti, Paulus il l'a partagé sur GitHub, cette grande plateforme où on va retrouver tous les projets qui existent. Alors depuis, ce projet il a totalement changé. Déjà, on parle plus de script, maintenant il y a même des systèmes d'exploitation Home Assistant et une interface visuelle, donc vraiment rien à voir. Aujourd'hui, Home Assistant c'est un logiciel qui est open source et qui agit comme un serveur central pour contrôler divers appareils électroniques et automatiser certaines tâches. Avant d'utiliser Home Assistant, j'utilisais Node-RED. Node-RED, c'est un logiciel qui fonctionne sur un mini-serveur comme Home Assistant et qui fonctionnait aussi en no-code. Donc en fait, on prenait des blocs qu'on assemblait les uns avec les autres et ça nous faisait tout simplement de la programmation. On pouvait avoir des automatisations, une interface visuelle. Donc c'était quelque chose d'assez complet, surtout que c'était compatible avec beaucoup de systèmes de communication déjà existants, de protocoles, mais aussi avec pas mal de produits électroniques qui étaient déjà commercialisés. Le problème avec Node-RED, c'est qu'il y avait quand même un petit peu de code à faire. C'est-à-dire que oui, on avait des blocs qu'on devait assembler les uns avec les autres, mais c'était pas magique. Il fallait quand même paramétrer ces blocs avec certaines datas, certaines variables, et la plupart du temps, il fallait rajouter des lignes de code pour que ça fonctionnait. Pour faire des choses simples, ça fonctionnait. Pour faire des choses complexes, ça fonctionnait aussi, mais contre beaucoup de temps. Donc j'ai vite arrêté, et au final, j'ai totalement abandonné la domotique. Quelques années plus tard, ça me manquait tellement que je me suis relancé dedans et j'ai découvert l'existence de Home Assistant qui me semblait beaucoup plus complet, beaucoup plus optimisé notamment pour la domotique et qui avait une communauté assez grande. C'est comme ça que j'ai sorti du placard un vieux Raspberry Pi 3, que j'ai mis mon premier serveur Home Assistant dessus et j'étais trop content parce que je pouvais contrôler mes Philips Hue dessus. Et je pense que Home Assistant c'est clair pour tout le monde maintenant. Mais maintenant c'est quoi les points positifs qui font que Home Assistant est toujours un logiciel qui peut être viable en 2025. Ok, alors des qualités, Home Assistant il en a vraiment beaucoup, mais là je vais m'attarder sur 6 qualités que je trouve vraiment intéressantes. Bon, déjà le premier argument c'est qu'il est totalement open source, c'est-à-dire que vous pouvez le télécharger gratuitement et le modifier comme vous voulez. Le deuxième point, je vous en ai déjà pas mal parlé, c'est le fait qu'il soit compatible avec énormément de protocoles et de produits. On a le Zigbee, le Z-Wave, le MQTT, les protocoles propriétaires comme par exemple pour les Philips Hue, c'est compatible avec énormément de matériel électronique vendu à tout le monde, des caméras, des prises connectées, donc ça c'est vraiment un gros point positif. Troisième point, les automatisations. Elles sont faciles à mettre en place et extrêmement puissantes, il n'y a rien d'autre à dire. Quatrième point, c'est la sécurité de vos données personnelles. Home Assistant, c'est un serveur qui est local, donc il ne partage pas vos données sur Internet. Mais même si vous rendez le serveur accessible en dehors de chez vous, il y a pas mal de sécurité qui a été mis en place pour protéger vos données de l'extérieur. Cinquième point, c'est la communauté. La communauté sur Home Assistant, elle est très grande, très active, ce qui fait qu'à chaque fois que vous avez un projet, vous pouvez être sûr qu'il y a un blog quelque part qui parle de certaines tâches que vous devez réaliser dans ce projet. Donc ça, c'est vraiment un plus parce que vous êtes vraiment aidé. Et enfin, le dernier point positif de Home Assistant, selon moi, c'est le fait qu'il soit hébergeable sur beaucoup de machines. Vous pouvez héberger votre serveur sur un Raspberry Pi comme moi, sur votre ordinateur de tous les jours, ou alors un ordinateur dédié, sur un ancien téléphone ou une tablette. Il y a vraiment beaucoup de projets qui ont été partagés par rapport à ça, donc en fait vous n'avez pas besoin d'investir dans une nouvelle machine pour héberger votre serveur. Vous pouvez utiliser quelque chose que vous avez déjà, comme un ancien téléphone ou un Raspberry Pi. Ça marche très bien et c'est vraiment top. Bon, ok, Home Assistant c'est vraiment super, il y a beaucoup de qualités, mais il y a aussi quelques défauts, quelques points négatifs qui sont importants à prendre en compte, et je vous en ai listé 4. Alors selon moi, le premier point négatif sur Home Assistant, c'est le fait qu'il soit assez complexe pour les débutants. En fait, Home Assistant, c'est pas destiné à tout le monde.
Vous pouvez pas vous lancer dans Home Assistant si vous avez aucune notion de code, que vous savez pas comment un langage de programmation est structuré, que vous savez pas ce qu'est la domotique, le principe d'actionneur, de capteur. Il y a beaucoup de notions qui sont importantes à comprendre, il y a beaucoup de choses qui sont à savoir, vous devez quand même savoir bidouiller, bricoler. Ça sert à rien d'avoir un serveur Home Assistant si derrière vous voulez pas faire des projets, que ça soit sur des langages de communication comme le MQTT ou le Zigbee, ou alors que vous voulez avoir plein d'internet des objets avec des ESP, en tout cas des microcontrôleurs. C'est des choses qui sont relativement importantes selon moi, et ça sert à rien de se lancer sur Home Assistant si vous ne comptez pas vous investir un peu dans ces domaines, ou si vous n'avez pas des compétences ou des connaissances de base là-dessus. Il n'y a pas besoin d'être un as dans tous ces domaines, hein, il suffit juste d'avoir eu la curiosité de voir comment ça fonctionne, comment un code s'est structuré, comment ça fonctionne, de savoir la domotique, d'où ça vient, pourquoi c'est pratique, pourquoi on l'utilise, de savoir qu'est-ce qui est possible de faire, parce que c'est ça aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes ni créatif, ni curieux dans ces domaines, vous allez vite être bloqué sur votre serveur de domotique. Dans ce cas-là, si vous avez Home Assistant juste pour allumer des lumières, vous pouvez très bien le faire avec les interrupteurs chez vous, donc au final ça sert à rien. Le deuxième point négatif sur Home Assistant, selon moi, c'est pour moi le plus important, ce sont les mises à jour. Il y en a énormément. Alors déjà, il faut compter toutes les mises à jour sur le système principal de Home Assistant, puis les mises à jour sur le système d'exploitation Home Assistant si vous utilisez Home Assistant OS, puis ensuite toutes les mises à jour dédiées à tous les modules complémentaires que vous allez ajouter. Alors forcément, plus votre système de domotique sera gros, plus il sera complet, plus il y aura de mises à jour. Il y a certaines mises à jour qu'on peut cocher comme automatiques, mais c'est aussi prendre le risque que ça détériore votre système de domotique. Mais en tout cas, tout ce qui est mise à jour système, vous devez les faire manuellement. Donc si vous vous rendez sur votre interface une fois par mois par exemple, vous pouvez être sûr qu'à chaque fois que vous y connecterez, vous aurez une mise à jour à faire. Alors les mises à jour, elles vous sont pas imposées, c'est vous qui choisissez de mettre à jour manuellement ou en cochant la mise à jour automatique. Elles sont pas obligatoires, mais c'est important de les faire parce que sinon vous risquez d'avoir des failles de sécurité qui vont apparaître, ou alors des bugs sur l'utilisation de vos add-ons. Le troisième point négatif selon moi, c'est son interface. Son interface, elle est un petit peu plus complexe que d'autres systèmes de domotique qui existent sur le marché, mais ça s'explique notamment du fait que l'interface, elle est extrêmement polyvalente, extrêmement personnalisable, donc forcément on ne peut pas avoir la personnalisation, l'optimisation pour nous, et en même temps une interface qui soit facile à modeler, qui soit ludique, même si aujourd'hui ils ont fait beaucoup de progrès. Voilà, pour faire notre interface, vous avez trois possibilités. Vous pouvez soit la faire directement avec des presets, c'est-à-dire que par exemple on vous dit voilà, vous avez un bouton, vous pouvez le mettre ici, et ensuite vous dites quand vous appuyez sur ce bouton, ça actionne quelle entité. Vous pouvez faire l'inverse, vous partez de l'entité pour dire moi je veux avoir un bloc qui soit dédié à cette entité et je vais construire ma forme autour de ça. Et la troisième solution, c'est de la programmation pure et dure. Donc en fait, il y a quand même pas mal de choix pour pouvoir vous aider à faire votre interface utilisateur, mais c'est à prendre en compte quand même qu'au début, il faut passer la petite marche de « Ah oui, attention, j'ai tout ça à apprendre, j'ai tout ça à comprendre ». Et nous voici maintenant au dernier point négatif, le quatrième, pour moi, c'est la configuration. En fait, c'est pas compliqué, à chaque fois que vous allez ajouter quelque chose sur votre système Home Assistant, vous allez devoir le configurer. Ça semble logique, mais sur certains concurrents, il n'y a pas cette étape-là. Quand je parle de configuration, c'est notamment quand vous allez ajouter des nouveaux modules complémentaires, donc que vous allez ajouter d'autres capteurs, que vous allez ajouter d'autres fonctionnalités, tout ça, il va falloir le paramétrer, le configurer, de manière à ce que ça fonctionne. C'est très intuitif, c'est très rapide, Home Assistant a bien développé les choses, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est largement faisable, mais il faut le prendre en compte, c'est-à-dire que si vous n'aimez pas devoir tout optimiser, devoir tout avoir en tête comment ça fonctionne, ça peut vous gêner. Alors si on prend un peu de recul, on se rend vite compte que c'est pas forcément des points négatifs, mais plutôt des conséquences au fait que Home Assistant soit extrêmement polyvalent et compatible avec beaucoup de produits. Forcément, avec ces deux gros points positifs, c'est pas possible de faire en sorte que ça soit optimisé sur la moindre tâche. Il y a forcément plus d'étapes à faire que sur d'autres systèmes qui vont être plus optimisés, mais à côté, Home Assistant, il va pouvoir faire tellement plus de choses. C'est pour ça que j'aime bien parler de conséquences plutôt que de points négatifs. Alors, c'est quoi les alternatives possibles pour Home Assistant? Parce que forcément, si on veut voir si Home Assistant est viable en 2025, il faut le comparer avec les autres systèmes de domotique. Alors, les deux principaux, ça va être Google Home et Amazon Alexa.
Deux systèmes de domotique extrêmement puissants, extrêmement répandus, ça permet de communiquer avec l'ensemble des appareils électroniques intelligents disponibles sur le marché, ou du moins il y en a très peu qui aujourd'hui ne sont pas compatibles avec ces deux réseaux. Ils ont tous les deux une interface très fluide, très simple, très facile à utiliser. Ils bénéficient aussi de la reconnaissance vocale et de la synthèse vocale qui est assez avancée chacun dans leur domaine. Donc ça franchement c'est un gros plus. Mais bien sûr, le gros point négatif de ces systèmes, ça va être la sécurité de vos données personnelles. Alors forcément, si vous voulez un système de domotique qui soit simple, où c'est juste contrôler des lumières avec des interrupteurs sur vos téléphones, où c'est juste des automatisations à telle heure, ça allume les lumières, vous pouvez foncer là-dessus, parce que de toute façon, votre géolocalisation, ils l'ont déjà. Donc c'est pas une donnée personnelle que vous allez vouloir garder. À côté de ces deux géants, on a aussi Apple HomeKit. Alors Apple HomeKit, ils font à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on a une interface qui est très légère, très simple, facile d'utilisation. Alors attention, il y a quand même moins de produits qui sont compatibles avec Apple HomeKit que de produits compatibles avec Amazon Alexa ou Google Home. L'autre point négatif, c'est que les produits compatibles Apple HomeKit sont généralement vendus beaucoup plus cher que les autres. Je prends l'exemple d'une prise connectée. Si vous prenez une prise connectée Action qui va fonctionner avec Amazon Alexa, vous allez la payer 7 €. Si vous prenez cette même prise mais compatible Apple HomeKit, elle va sûrement coûter autour des 20 €. La différence, ça va plus se jouer au niveau de la sécurité de vos données. Vous savez qu'Apple récupère aussi beaucoup de vos données personnelles, mais ils ont une politique un peu plus ferme sur la sécurité et l'utilisation de ces données. On les croit ou on les croit pas, en tout cas, je pense que nos données sont bien collectées par Apple, mais ils sont pas utilisés de la même manière. Donc, c'est plutôt ça qu'il y a à prendre en compte. Maintenant, si on se tourne sur des alternatives un peu plus homemade, on va avoir IFTTT. IFTTT, c'est un peu comme Home Assistant, mais en un peu plus simple et surtout très optimisé pour les automatisations. Son gros défaut, c'est que vous allez devoir souvent être obligé de passer par la case programmation si vous voulez que vos codes fonctionnent. Il existe aussi d'autres alternatives qui ressemblent un peu plus à Home Assistant, mais qui sont un peu plus libres et un peu plus simples au niveau de l'utilisation. Il y a JDOM, il y a IOBreaker, il y a OpenHub. Ce sont des systèmes de domotique qui fonctionnent très bien, qui sont démocratisés, mais qui sont un peu moins polyvalents que Home Assistant. Bon, vous l'aurez compris, moi je vais continuer à utiliser Home Assistant parce que vraiment, j'ai sorti ce mot je sais pas combien de fois dans la vidéo, mais la polyvalence de ce système est vraiment incroyable, et puis surtout c'est sa communauté. La communauté est tellement active qu'à chaque fois que j'ai un projet que je veux réaliser, je sais que je vais aller chercher des briques par-ci, par-là, je vais les assembler et mon projet il va fonctionner, et j'aurai pas perdu trop de temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que dès lors qu'on fait un peu de homemade, notre pire ennemi, en fait, c'est la perte de temps. Parce qu'on sait très bien qu'à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, quelque chose qui peut être fait en 1 heure, vous pouvez mettre 10 heures parce qu'il y a un truc, vous vous butez dessus et vous comprenez pas. Là, le fait d'avoir cette force d'une communauté si active, ça fait que ça accélère tout. Donc ça, c'est un élément vraiment important pour moi. Le deuxième point qui fait que je vais rester sur Home Assistant, c'est le fait que ça soit très facile de le faire évoluer. En fait, si demain je veux par exemple automatiser mes volets roulants, je sais comment le faire. J'ai pas besoin de me casser la tête pendant longtemps, je sais que y a des modules qui existent pour ça, je sais que je peux utiliser des boîtiers qui communiquent en Zigbee pour faire ça, je sais qu'il y a beaucoup de solutions pour arriver à ma solution, et ça c'est vraiment un gros plus, parce que vraiment, il y a vraiment moyen de faire des choses assez incroyables sans devoir perdre trop de temps. J'en ai un peu parlé en mal tout à l'heure, mais l'interface elle est quand même super intéressante. J'en connais pas beaucoup des logiciels qui font que l'interface utilisateur, vous pouvez la régler de 3 manières différentes, avec la programmation, via les entités, ou avec des actionneurs. Ça c'est assez ouf, il y a une capacité quand même de personnalisation, et de personnalisation à chacun, franchement c'est assez ouf. Je pense que les mots qui résonnent quand on parle de Home Assistant, c'est vraiment la polyvalence, la personnalisation, et le fait de pouvoir optimiser son système par rapport à notre chez nous. Parce qu'au final, c'est ça qui est important, c'est que votre système de domotique, il va être différent de tous les autres qui existent. Et l'objectif, c'est quand même qu'il soit optimisé pour vous-même, pour vos équipements. Ça, c'est quand même le plus important. Et avec Home Assistant, c'est possible de rendre votre système vraiment optimisé pour chaque capteur que vous allez prendre. Parce que voilà, vous n'allez pas avoir un système qui va être encombré de plein d'autres choses inutiles. Vous allez vraiment mettre uniquement les choses dont vous avez besoin. Merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère vraiment t'avoir donné envie d'utiliser Home Assistant parce que c'est vraiment un système qui est assez ouf. Je te le recommande vraiment si tu t'intéresses à la domotique, si tu as envie d'avoir un système chez toi. C'est vraiment quelque chose qui est chouette. Faut juste être curieux et vouloir donner un petit peu de son temps pour réaliser ce projet. Mais franchement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup.
Si Home Assistant a piqué ta curiosité ou alors que tu as déjà un système chez toi, je t'invite à quand même aller t'abonner et surtout regarder mes autres vidéos parce que je fais plein de vidéos sur des gros projets ou des petites briques de projets qui sont très centralisées autour de Home Assistant. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt, chers amis bricoleuses et bricoleurs.